Du coup, question à 100 points. Est-ce qu'il est possible d'investir un peu pour gagner à chaque fois? Ce serait beau. C'est beau quand on y arrive. Premier élément que je partageais avec vous, c'est bien de le faire. Ok. Rapidement, je m'appelle Jean-Philippe Cornet, je suis le fondateur de Rubato, qui est une solution logicielle applicative qui complète les logiciels métiers des avocats. Et je suis formateur pour les écoles d'avocats après avoir exercé pendant 15 ans en cabinet et dans les protections juridiques en contentieux immobilier. Première question que j'ai pour vous, avec volontairement une image très 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 chaleureuse de l'investisseur. Investir en vrai, ça veut dire quoi? Si on revient, qu'on pose un peu toutes les autoroutes de pensée qu'on a et les réflexes que l'on a quand on prononce ce mot-là, ça veut dire quoi en vrai? J'ai fait un truc simple, il fallait relire la définition de investir dans le dictionnaire. C'est marqué mettre son énergie psychique dans une activité ou un objet. Seulement après, on voit employer ou placer des capitaux dans une entreprise. Et ça, c'est le Robert qui nous le dit. En 2023, c'était hier. Hein. Donc on parle bien non pas seulement de je paye combien pour gagner combien, ça c'est le ratio argent, mais on parle bien de qu'est-ce que je pose dans la balance et j'attends quoi de l'autre côté pour que ça s'équilibre. Et ça n'est pas que de l'argent. Ça veut dire, on parle de quoi? Des exemples. Changer des locaux, c'est un investissement. Oui, parce qu'il y aura un bail et il y aura de l'argent. Mais pas seulement. Où est-ce que je m'y installe? Je choisis quelle localisation pour mon cabinet et pour le reste. Je le prends de quelle taille? Je cherche de quel type? Il me faut combien de bureaux? Toute cette réflexion, c'est un temps, plus les visites, un temps, plus peut-être un montage financier avec un banquier, du temps. Donc, en plus de l'argent, il y a bien plus de ça dans l'investissement de je prends des locaux. Parce que ça peut être de l'avance sur le développement de votre cabinet, je veux un nouveau collab, donc il me faut un bureau de plus. OK, ça, il y a énormément de choses derrière ça. Pareil, ben voilà, le lien est là. Ça peut être changer de locaux, mais ça peut être embaucher un collaborateur. Oui, c'est un investissement en argent, parce qu'il y aura sa rétribution à payer, mais c'est confier sa clientèle à quelqu'un d'autre, ou alors s'associer, fusionner nos clientèles, oui, non, peut-être pas. C'est peut-être pas fusionner si on est en harpie, par exemple, mais en tout cas, on va porter une marque commune. Du coup, les questions qui vont avec, c'est s'associer très bien, mais pour quelle vision, avec quelles compétences, et dans ce cas-là, ça aboutit à qui? Et non pas le parce que c'est un copain, super, on va s'associer. Non, non. Est-ce qu'on a une vision commune de la façon de travailler, de ce qu'on veut offrir à des clients? Donc, quelles compétences il a? Est-ce que ça complète les miennes? Ou est-ce qu'au contraire, je veux un clone parfait de mon activité? Comme ça, on sera dans une niche, on fera tous les deux la même chose, et c'est pour ça que ce sera hyper efficace, etc. En tout cas, encore une fois, on n'investit pas que des locaux, une marque et un pacte d'associés. Il y a bien plus d'humains derrière. On peut investir aussi dans le développement de sa clientèle. C'est pas forcément de l'argent, c'est du temps. Et c'est se forcer à prendre des méthodes, alors évidemment pas commerciales au sens premier du terme, mais quand même de développer sa clientèle, c'est là, qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de clients, pour mieux trier mes clients, parce que certains, je n'en veux plus, ça se passe toujours mal avec ce profil-là, parce que mon cabinet n'est pas fait pour leur répondre, il est trop petit ou il est trop gros. Je ne veux plus de particuliers parce que mon expertise c'est avec les pros. Je ne veux plus de pros parce que je suis à l'aise sur les dossiers des particuliers, etc., etc. Peu importe. Développer sa clientèle, c'est un investissement de temps et de réflexion avant même d'être de l'argent, de se dire bah, je vais me mettre dans un réseau d'affaires professionnel, je vais refaire mon site internet ou je vais faire des campagnes de publicité ou de reciblage sur Facebook, LinkedIn ou autre. C'est d'abord et avant tout de la réflexion. Évidemment, il y a ce dont vous entendez parler le plus souvent quand on parle d'investissement aux avocats, c'est l'investissement dans un outil logiciel. Évidemment. Mais encore une fois, on va voir que quel que soit l'investissement, il suffit pas de dire youpi, j'ai acheté un logiciel, c'est gagné. C'est plus de réflexion de temps, de réflexion en amont pour savoir ce que l'on va chercher, donc quel logiciel, comment je vais l'utiliser, ce qu'il va m'apporter. Pareil que les autres. Changer de locaux, pareil. Pourquoi je veux changer de local? Du coup, je le mets où? J'ai quoi comme caractéristiques? Et j'en visite combien? Ce qui a donc un budget temps. Ok. Donc, on va faire ça en 3 points. Puis, je vous présenterai rapidement comment Rubeto répond à un de ses investissements et surtout à cette capacité d'investir une fois pour gagner après à chaque fois, sur un point donné. OK. Pourquoi est-il nécessaire d'investir? Et j'insiste sur le nécessaire.
Deuxièmement, quels indicateurs on met en place pour le suivre, que ce ne soit pas juste une idée, une vue de l'esprit ou que ce soit du ressenti, c'est-à-dire que ça doit être objectif. Et qu'est-ce que l'on peut faire? Vous verrez que c'est assez court en fait, parce que qu'est-ce que l'on peut mettre en œuvre pour réussir ce lancement? Ok. C'est ce qui était annoncé sur le post, je surprends personne, j'ai pas un chat, ou le mais c'est pas du tout ce qu'on nous avait promis, je m'en vais, vous êtes un naze. Non, c'est bon? On est dans les clous? Ok. Les raisons d'un investissement, pour soi et pour les autres. Pourquoi je dis ça? Pour être crédible. Et je vais vous démontrer, j'espère, en tout cas je vais vous donner mon point de vue, sur le pourquoi vous devez investir pour être crédible, ou plus crédible. Pour être rentable, ok? Pour être plus serein. 3 belles raisons pour investir. Ok. Pourquoi je me permets de parler de crédibilité? Parce que cette question-là, c'est normal qu'il y ait un écran blanc. Hein. Question, je vous promets que j'ai pesé chaque mot. Quel élément du dossier partagez-vous vraiment avec votre client? Et là, j'attends de vous, dans le chat, des propositions et des réponses. Et il n'y a pas de mauvaise réponse, évidemment. Au contraire, la mauvaise réponse, c'est celle que vous n'avez pas prononcée. Quels éléments du dossier partagez-vous vraiment avec votre client? Et c'est là où vous n'êtes pas tous fair-play, parce que j'en ai 2 sous les yeux. Donc évidemment que si je pose la question, je vais avoir mes 2 premiers de classe qui vont se prendre une question. Donc compensez, jouez au moins sur le chat. Restez avec nous. Ok, vous avez tous des idées sur ça. Hein. Me Alors, dites pas. Ah, merci, Mélanie. désolée, Je vous en Jean-Philippe, prie, mais au contraire. je suis pas sûre de comprendre la question. Ah, bah, tant mieux. Donc c'est une très bonne question. En vrai, qu'est-ce que vous partagez avec votre client? Euh, Le droit, ah, je vais enchaîner du coup. Ce qu'ils vous laissent, eux, le droit, ils comprennent rien. On a tous passé quelques années à la fac pour le faire. Et ils sont ravis de se décharger de la technicité du droit sur vos épaules. Donc ça, ils ne le partagent pas, ils vous le laissent. Donc c'est pas partagé. On leur donne, quoi. Non, ils vous le laissent. En tout cas, c'est pas partagé, c'est pas ensemble. Vous faites pas du droit D'accord. avec eux. Vous essayez de leur faire comprendre. Et c'est certaines fois tellement technique que ça prend des plombes et c'est compliqué. Ok, mais ça, vous le partagez pas. Ils vous le déchargent et c'est la valeur principale qu'ils viennent acheter chez vous. Ok, mais vous le partagez pas. C'est un transfert de l'un à l'autre. La procédure, pareil. Quelle est la date? Quel est le délai? Est-ce qu'il y a des délais intermédiaires? Est-ce qu'il y a des dates à ne pas rater? Est-ce qu'il y a, etc. Ils sont ravis de se reposer sur vous. Parce que c'est lié au droit, c'est le versant procédural du droit. Ok, ils vous le laissent. Les pièces et trier les pièces. En fait, ils vous le laissent. Vous ne le partagez pas. Le choix du pourquoi je garde cette pièce, j'enlève celle-là, il ne faut pas utiliser celle-là parce qu'en fait elle est dangereuse à contresens, ou celle-ci, il faut modérer l'impact qu'elle va avoir parce que, etc. C'est tout ce qu'ils vous délèguent. C'est-à-dire qu'ils les rassemblent, les pièces, ils vous les laissent et débrouillez-vous avec. Ce qui va enrichir le droit et la procédure. Ce que vous partagez en vrai avec eux. C'est-à-dire ce qu'ils comprennent de ce que vous faites. Alors pardon, Oui, Jean-Philippe, on a dit que oui. c'était libre, Bien sûr, d'intervention, au contraire. mais ils nous le laissent, Hmm. mais il faut quand même bien leur expliquer, hein? Ah, évidemment, évidemment. Et c'est, on y arrive. Ce que vous partagez avec eux, l'organisation et la gestion de projet sur le dossier qu'ils vous confient, le suivi, la communication, et dans la communication, il y a des explications. C'est-à-dire pourquoi je fais ça en droit, pourquoi on a ce délai-là en procédure, et pourquoi je retiens pas cette pièce-là. Communication indispensable. Ça, c'est à vous de le faire vers eux. Et ça, vous le partagez. Parce que là, on essaye de se comprendre. Mais en tant que tel, je prends pas cette pièce-là parce que l'article machin, d'après la jurisprudence truc, et le retournement de jurisprudence qu'il y a machin, avec l'accessoire qui dit que si j'avance ça, je risquerais de prendre l'argument du 3e paragraphe de la jurisprudence machin, il vous le laisse. Hein. Donc, expliquer comment vous menez le dossier, le suivi et la communication, oui. Mais en tant que tel, c'est pas du droit. C'est de la pédagogie pour qu'ils arrivent à L'info, suivre ouais. ce que vous faites. Mais c'est vrai que vous ne le partagez pas. Pas vraiment.
Donc, OK. organisation, suivi, communication, budget. Ça, ils sont capables de vous challenger là-dessus. L'organisation, le pourquoi on le fait dans cet ordre-là, etc., ils comprennent. Ils sont tous gérés des projets. Ils se sont tous soit mariés, soit acheté une maison, soit eu des enfants, soit fait un grand voyage, soit je sais pas quoi. Donc, ils savent gérer un projet. C'est pas du tout la même nature de projet, mais ils comprennent le truc. Ça, vous pouvez le partager avec eux, en vrai. Le suivi, soit de l'avancement, soit de ce qu'il y a à faire, soit de ce qui nous attend, etc., vous le partagez avec eux, ils vous attendent même sur ça. La communication, vous le partagez, tout le monde parle français. Donc le droit est un truc particulier parce qu'on parle français, mais avec des connotations qui ont potentiellement 200 ans d'histoire, donc c'est un faux semblant, mais on parle français pour se tenir au courant et s'informer, attendre des informations les uns ou les autres. OK. Et à la fin, le budget. Devis, facture intermédiaire, la fin. Alors on va dire convention d'honoraires, facture provisionnelle, facture provisionnelle 1, 2, 3, 27, puis régularisation. OK. Voilà ce que vous partagez avec eux. Il est fréquent, et je le vois régulièrement dans les cabinets, de très bons avocats, juristes, peu organisés. Pourquoi je dis que ça joue la crédibilité? Le fait de ne pas être carré sur les échéances, même de relations clients, de ne pas avoir de communication ou pas à la date prévue, ce qui fait que ce sont vos clients qui sont obligés de vous courir après pour avoir des infos. Ça laisse entendre que l'organisation et la gestion de projet n'est pas carrée, ou pas assez. Le budget annoncé au départ, qui fait 1,5 fois le budget à la fin, alors qu'en fait, vous auriez dû facturer 2 si vous aviez tout facturé, etc. Pareil, ça laisse une note dans ce qu'ils comprennent de ne pas organiser. Et pourtant, vous leur dites, faites-moi confiance sur le droit, je vais gagner. Donc ce qu'ils comprennent, c'est rarement carré. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est là où est votre expertise et où est l'expertise de tous les juristes qui ont passé des années à la fac et qui bossent depuis des années sur les dossiers. Donc pourquoi investir pour ça? C'est-à-dire que rationaliser de l'organisation du suivi de la communication et voir comment on arrive à établir un budget, n'importe quelle entreprise le fait. Alors, il y a plein de particularités sur les cabinets d'avocats. OK, mais ça reste soit de l'entrepreneuriat individuel, soit de l'entrepreneuriat au sens premier du terme. Et cet investissement-là, toutes les boîtes le font. Donc, il y a des façons de faire qui sont réplicables en les adaptant à la profession, évidemment, et aux particularités déonto, etc., bien sûr, mais quand même. Et là, on a un déséquilibre. Donc, investir pour être crédible. Parce que être crédible en droit, c'est bien. Certains articles sur LinkedIn sont passionnants sur de l'analyse de jurisprudence super sur LinkedIn. Il ne faut pas espérer que ça vous ramène des clients, quoi. Donc, investir, ça peut être pour devenir crédible ou pour renforcer sa crédibilité. Ça veut aussi être pour être rentable. Quelques chiffres. Aujourd'hui, en France, le taux moyen de facturation, ça veut dire combien d'heures je facture sur combien d'heures je travaille. 1,9 heures facturées sur 8 heures de travail produit. C'est-à-dire qu'il y a un quart des heures qui est facturé. Il y a 130 jours consacrés à l'administratif par an. Des calculs que l'on fait, nous, sur l'organisation des cabinets d'avocats avec lesquels on travaille, un avocat, en moyenne, a 3900 tâches à gérer par an. Alors, si vous voulez, je peux vous faire un petit quiz et vous demander de me les réciter dans l'ordre et par dossier. Peu de chances que vous y arriviez. Mais c'est le volume à produire. Après, il y a ce qu'on compte, ce qu'on fait en se disant que ça n'est que l'accessoire de la vraie tâche qu'on a produite, etc. Pourquoi pas? Mais écrire un mail, c'est pas la même chose que de produire la réponse. Vérifier que son client nous a bien envoyé les observations, c'est pas la même chose qu'écrire le mail de relance, qui est pas la même chose que que caler un rendez-vous et lui expliquer. Donc oui, c'est des micro-tâches administratives, mais ça fait au total 130 jours par an, et ça fait que vous y passez un sacré paquet d'heures qui diminue votre taux de facturation. Alors qu'au total, les besoins de process, de type de suivi
Pour gérer un cabinet, c'est entre 5 et 10 modèles de suivi. C'est tout. Parce que le fond du dossier sera différent sur chaque dossier, évidemment. Mais un dossier au tribunal judiciaire, au tribunal de police, au tribunal administratif ou au tribunal de commerce, les jalons sont les mêmes. L'espace-temps va bouger un peu, mais tous les dossiers doivent passer par les mêmes étapes. Et la plupart du temps, à des rythmes à peu près équivalents. Donc en fait, ce sont les mêmes modèles de suivi. Ce qui nous permet après d'avoir le fond du dossier libre pour bosser. Donc, on investit pour être plus crédible vis-à-vis de ses clients, ou de ses confrères qui veulent nous sous-traiter des dossiers, ou de prospects que l'on voudrait avoir comme clients. OK. On investit pour être plus rentable, et on investit aussi pour être plus serein. C'est le mot sur lequel nous, on a fini par arriver. Les besoins des avocats, c'est plus rentable, ça ne veut pas dire forcément plus d'argent, ça veut dire un meilleur taux de facturation. Je veux gagner pareil en y passant moins longtemps, ou alors je suis en phase de développement, je veux gagner plus sans que pour autant j'y passe mes soirs, mes week-ends, mes nuits et que je n'ai plus de vie à côté. Comment je reste rentable? Et maîtriser le stress. Dire qu'il n'y en aura pas dans la profession, je pense que c'est illusoire. Mais par contre, le petit cartable chargé de pierres que vous avez planqué avec la robe que vous achetez pour prêter serment, ce petit paquet-là qui est un peu sous-estimé au départ, on peut travailler dessus. Pour nous, être plus serein, c'est être rentable et maîtriser son stress. Après, rentable, ça veut dire quoi? Maîtriser son stress, ça veut dire quoi? 78% des avocats de France, interrogés il y a 2 ans, disent que le stress lié à la profession est excessif. Donc 78%, c'est quand même dingue. Plus de 3 avocats sur 4 se disent que le stress est excessif. C'est pas, il est important, c'est trop. Et rentable, on crée carrément des webinaires entiers pour essayer de parler des différents angles de la rentabilité. Nous, on va s'intéresser à un investissement pour être soit plus rentable, soit plus serein, soit plus crédible. Quels indicateurs je dois prendre pour maîtriser mon investissement? Par principe, c'est passer d'une logique de suffisance à une logique d'investissement. Suffisance, c'est le minimum pour faire. L'investissement, c'est si je mets 1 sur la table, ça doit rapporter plus de 1. Mais dès que ça rapporte plus de 1, pourquoi est-ce que je m'embête à ne pas le faire? C'est que je continue à être juste suffisant. Hein, ça veut dire, je sais pas moi, être suffisant. J'ai juste un ordinateur, je ne vais pas m'acheter un espace de sauvegarde, je vais juste avoir un disque dur externe. Ouais, sauf que votre disque dur externe, il faut le mettre à jour. Vous ne l'avez pas en permanence sur vous parce qu'il risquerait de tomber, de se casser, là, ce serait la catastrophe, etc., etc. Donc, pourquoi ne pas acheter un espace cloud ou un serveur qui vous permet, oui, de stocker, alors ça coûte des sous, mais qui vous permet de gagner du temps parce que vous faites en temps réel de partout ce que vous voulez. Ça vous permet aussi de communiquer les pièces, etc. Donc, on passe de la suffisance à l'investissement. Et il y a des exemples, j'ai pas besoin de cabinet, je peux me débrouiller avec les salles mises à disposition à la maison de l'avocat. Ouais, sauf que vous habitez où par rapport à la maison de l'avocat? Est-elle disponible? Ça vous prend combien de temps de réserver? Est-ce que vos clients connaissent l'adresse? Ça veut dire que vous, quand ils vont essayer de vous appeler ou de vous joindre, est-ce qu'ils vont pas se présenter à la maison de l'avocat au lieu de vous appeler et de venir chez vous? Il y a toute une logique d'accessibilité. Pareil, est-ce que c'est un investissement ou est-ce qu'on se suffit du minimum? Du coup, des indicateurs fondamentaux, la mise, le temps d'incubation et bizarrement le retour. Oui, on parle de retour sur investissement. Bah ouais. Ça veut dire quoi en vrai si on regarde ces 3 indicateurs? La mise, c'est quoi? Qu'est-ce que j'investis? Qu'est-ce que je mets sur la table? Et je répète, investir, c'est pas seulement de l'argent. Qu'est-ce que je mets sur la table pour atteindre le résultat que je pense être intéressant? Du temps? Ok, combien? Dire je mets un peu de temps, ça ne veut rien dire. C'est 1 heure par jour? Ok. Comment est-ce que tous les jours je me cale 1 heure par jour? C'est 2 heures par semaine? Ok. Quelle est ma plage de la semaine? Il y aura 2 heures de réservé.
Et ça veut dire que je mets combien d'heures? Je suis prêt à jouer 2 heures par semaine pendant 2 mois. Si vous comptez comme moi, ça fait 16 heures. 2 fois 4 fois 2. 16 heures. Ok, je mets 16 heures dedans. 16 heures, sachant que vous facturez, parce que vous êtes correctement organisé, vous facturez en moyenne 1 heure sur 2. 16 heures, ça veut dire que c'est 8 heures de travail facturable. Vous calculez avec votre taux horaire, vous savez ce que vous mettez sur la table, hein. Donc, combien en temps? Un risque, ok, quel risque? Pour qui? Quel risque? Est-ce que c'est un risque de notoriété? Est-ce que c'est un risque d'exploitation? Est-ce que c'est un risque juridique? Est-ce que c'est un risque vis-à-vis de ma clientèle, parce que je pourrais la perdre? Est-ce que c'est... Quel risque? Je suis prêt à jouer quoi? Et qui supporte le risque? Est-ce que c'est moi? Alors, je suis indépendant, bon, de toute façon c'est simple, j'ai toutes les casquettes, donc ce sera moi. Ok. Mais est-ce que c'est l'associé qui mise parce que c'est de la clientèle? Ou le collaborateur? C'est le temps de recruter, former, manager, quitte à ce qu'ils disent non, en fait, ça ne me va pas, je m'en vais à la concurrence. Ok, donc, est-ce que je mise? Et qui mise? L'associé? Le collab? Parce que le nouveau process fait que c'est le collab qui va charger sur ça et qui va du coup devoir subir le nouvel outil, le changement de localisation des bureaux, etc., etc. Ok, l'assistante? Le client? Quel risque pour qui? Et c'est pas si intuitif que ça. Et ça mérite de se poser au moins pour juste poser les éléments en disant, OK, si je le fais, ça implique quoi pour qui? De l'argent? Probablement. Si c'est juste un ratio de votre temps de travail, l'argent, on vient de faire le calcul. OK, je mets de l'argent, combien? Pendant combien de temps? Quelle somme? Par mois ou au total? Si je mise quoi? Je ne dis pas juste, bon, bah, je vais mettre un petit budget. Ça veut rien dire. Quel budget? Et dire 20 euros par mois, c'est plus raisonnable que de dire un peu tous les jours. Un peu tous les jours, ça peut être finalement 150 balles par mois. C'est pas le budget qui était imaginé où on va se dire, et on tout ça pour ça, ça ne veut rien, ça ne vaut rien. Donc, si on doit dire ça vaut en argent, c'est-à-dire que je dois payer quelqu'un une prestation ou un outil ou un collaborateur, combien et pendant combien de temps? J'embauche un collab, oui, en vue de l'associer dans 3 ans. Ok, sa rétrib, c'est combien? Pour lui vendre une partie du cabinet, combien dans 3 ans? Probablement que ça bougera, mais on ne part pas à l'aveugle. On chiffre. Et attention aux coûts cachés. Il y a plein de fois des coûts cachés. Ce que je vous disais sur le j'ai pas besoin de local, la maison de l'avocat c'est gratuit, ou il y a un copain avocat qui est pas loin de chez moi qui me sous-loue un bureau par jour selon ce que quand j'ai besoin d'y aller. Super, c'est pas cher, c'est pas des charges fixes, c'est seulement quand j'ai besoin, seulement les jours où je vais rassembler mes rendez-vous, ça paraît être une bonne option. Peut-être que ça l'est, mais derrière ça, on a comment je donne rendez-vous à mes clients. Je ne peux pas leur donner une adresse, je ne peux pas leur donner des jours sans avoir vérifié que le planning était disponible. Donc, ça veut dire que je dois contacter mon collègue, mon confrère, vérifier que c'est dispo, je dois m'y rendre, je ne travaille pas sur place du coup. Donc, à chaque fois, il ne faut pas que j'oublie mes dossiers, mon ceci, mon état, etc., mon disque dur externe ou mes connexions, donc Internet, donc. Donc, en vrai, tout ce temps passé à économiser nous a coûté combien? Et quand on met tout ça dans la balance, est-ce qu'en fait, c'est beaucoup moins cher d'acheter une prestation ou un local ou un collab ou un outil que ça me coûte combien de ne pas l'investir? Ce qu'on ne compte pas. Ça, c'est des coûts cachés. Je change le process, je choisis un outil ou je choisis d'abandonner un outil pour faire une économie. Si le problème et les complications que ça amène sont pour votre assistant ou votre collab, attention à ce que, au point de vue managérial, vous n'ayez pas quelqu'un qui mette 5 fois plus de temps à faire les choses, donc une insatisfaction client, coût caché, et de la démoralisation ou le je quitte le cabinet parce que c'est pas possible de travailler comme ça. Le coût caché, il est là. Donc, qu'est-ce que j'investis et pourquoi je l'investis? Le temps d'incubation, on y pense trop rarement. Quel est le calendrier prévisionnel? J'ai fait exprès de mettre potentiel. Il va peut-être bouger.
Mais on ne part pas à l'aveugle, on a un budget, on a un temps. Ça veut dire quelles étapes de réflexion, le comment je vais le faire, est-ce que j'ai besoin d'outils, Excel, Word, un papier crayon pour faire un dessin et faire un schéma, j'ai besoin d'un outil de legal design, j'ai besoin d'un outil d'automatisation de mes rendez-vous, j'ai besoin de... Peu importe. Comment je vais le faire? J'ai une idée, je me dis que si j'arrivais à faire ça, ce serait super. Comment je vais le faire? Il faut que je passe par quelles étapes? Déjà, on réfléchit un peu d'abord. On réfléchit, c'est pas entre minuit et 2 heures du mat quand on a une insomnie, c'est un temps qu'on a choisi de dédier à ça. On prend les notes, on les classe, on réfléchit, on regarde ce qui se passe sur le marché, ce que les autres font, ce qui existe, est-ce qu'il y a une autre façon de le faire, etc. Et c'est un temps qui fait partie de votre budget d'investissement. Quel temps net par étape? C'est-à-dire, je vais y passer combien? Je me laisse 1 heure pour regarder ce que fait la concurrence, je passe 2 heures à regarder s'il y a des solutions autres avec des outils, je sais pas, gratuits sur Internet ou des outils payants, mais payants combien sur Internet, je regarde ce qui se passe, je me laisse 2 heures pour faire. OK. Ça, c'est du temps net. OK. D'autres étapes, ça va être, oui, j'ai un temps net, mais qui va s'étaler sur combien de semaines, de mois, de jours, peu importe. Je me laisse combien de temps pour arriver à la fin de cette tâche qui ne devra pas m'avoir pris plus de 3 heures sur une semaine. C'est-à-dire que j'ai 1 fois 3 heures, 3 fois 1 heure, 6 fois une demi-heure, faites comme vous voulez, mais ça va faire 3 heures sur une semaine. C'est-à-dire que lundi prochain, on parle d'autre chose. Et c'est l'étape suivante qui arrive. Donc on se fait un calendrier. C'est pas très dur. Hein. Sur Excel, on le fait très bien. Sur un papier crayon, on le fait très bien. Sur un mur ou sur un Velleda, on le fait, on l'écrit et on l'a sous les yeux pour suivre ce qu'on fait. Ça peut s'appeler un diagramme de Gantt, ça peut s'appeler un diagramme de porteur. Il y a plein de versions qui existent avec des modèles gratuits qui existent sur Internet. En tout cas, on suit. Et on choisit les meilleurs profils pour faire. Si on est indépendant, est-ce que c'est moi qui fais? Est-ce que j'ai intérêt à prendre un prestataire pour la réflexion, pour l'exécution ou acheter un outil pour faire cette partie-là qui n'est qu'une étape ou qu'un morceau de tout le projet que je veux mettre en œuvre? Est-ce que j'ai le meilleur profil? Sachant que même si vous ne facturez qu'1 heure sur 2, en ayant un taux horaire réel, donc de la moitié de ce que vous facturez à vos clients, 150 €, ça va vous coûter 75 € de l'heure. Sans les charges. Donc sans le prix de votre matériel, vos locales, les charges, votre rétribution, etc. Donc déjà, vous êtes à 100 ou 150 € de l'heure de coût pour l'entreprise. Est-ce que vous êtes le meilleur profil pour faire chacune des étapes alors que vous coûtez ce prix-là? Que votre assistante coûte moins, que votre collab coûte moins, que votre stagiaire peut coûter moins, que votre copain qui est indépendant peut faire, que votre ami, votre femme, votre peut faire. Qui fait quoi? Est-ce que ça rentre dans le budget? Est-ce que ce sont des petites prestations qu'il y a? J'en sais rien. Dans votre équipe, il y en a un qui adore les réseaux sociaux ou qui est très à l'aise avec parce que il est né avec, nos chers millennials. Le, la stratégie commerciale, il y en a un qui est hyper à l'aise avec les clients pour parler d'argent, moi moins, pas très bien. La partie plus commerciale, comment on le présenterait aux clients, de comment, les 3 heures de comment on pourrait se présenter différemment, autant que ce soit pas moi qui parte face à la feuille blanche. Mais c'est que ce soit lui ou elle, il ou elle est plus à l'aise avec. Qui fait quoi pour que ce soit le plus efficace possible? Et ça, c'est du temps. Hein. C'est temps d'incubation, et c'est un temps, pour réussir à dire c'est tant d'heures sur tant de semaines, ça va dépendre de la disponibilité de chacun des profils. Donc c'est qui fait quoi, quand, pour combien de temps. OK? Et on repart des tâches qu'on avait établies. Les meilleurs profils, c'est en fonction des tâches, sur combien de temps, avec quel budget de temps, sur combien de semaines. OK? Je termine juste le 3e indicateur et après, il y a, à mon avis, des questions. Donc, je réponds à toutes vos questions après. OK? Donc, on choisit les meilleurs profils, on répartit les tâches, qui fait quoi, et on organise le suivi et la communication. C'est-à-dire, comment on suit que c'est fait ou que c'est pas fait, et à quel rythme on se voit pour parler de ça, et uniquement de ça. Ça, c'est tous les points de cabinet. Il y a une demi-heure projet. OK, mais il y a une demi-heure toutes les semaines. Donc, ça veut dire que dans le budget qu'on investit, il y aura le temps de une demi-heure par semaine fois le nombre de personnes présentes. Et on ne parle que de ça. Mais on ne peut pas imaginer qu'un projet avance tout seul sans qu'on fasse un point d'étape sur comment ça avance. Donc, c'est à prendre en compte
et ça rythme le projet. Troisième, le retour. Ah, le fameux retour sur investissement, qui doit être de 1 sur 3 millions, sinon ça vaut pas le coup. Bon, ces blagues étant dites, ok, c'est à peu près le miroir de ce qu'on a misé. Qu'est-ce qu'on mise? Ok, qu'est-ce que j'attends en retour? Du temps gagné? Combien? Une demi-heure par jour, ce serait bien? 3 heures par semaine, ce serait merveilleux? 2 heures par mois, ce serait déjà vachement bien? Peu importe. Combien vous pensez que ça va vous faire gagner de temps? Combien pour se dire ça vaut le coup, ça valait pas le coup? Combien de temps ça va vous avoir ramené? Par semaine, par mois, peu importe. Par jour. Du confort? Quel confort? Pour qui? Moi, associé, parce que je suis mieux, l'avancement de tous les dossiers, la facturation est plus cohérente, ok. Moi, collab, parce que entre mes rendez-vous, mes expertises ou mes rendez-vous avec les clients, l'absence de l'associé parce qu'il est en clientèle, il est avec le client alors qu'il m'envoie la production juridique derrière, et la coordination avec l'assistante, etc. Ok, il me faut du confort, très bien. Quel confort pour qui? Plus de sérénité, plus de développement commercial, plus d'argent, plus quoi? Et on le compte. Confort ou argent? Argent, c'est pareil. Combien? Dire le plus possible, c'est une non-réponse. Combien? Si je mets 100, il faut que ça me ramène 300, parce que comme j'ai des charges, etc., il faut que ça me ramène 300. Ok. Ah non, 100 vaut 300. Ok. Et d'ici combien de temps? C'est que ce ne sera pas du jour au lendemain, parce qu'on claque des doigts ou qu'on a appuyé sur un bouton, ça y est, c'est rentable, youpi! C'est marrant, ça ne m'a pas encore ramené 300. Ouais. Ok. Sous combien de temps? D'ici combien de temps je veux pouvoir me dire, est-ce que j'ai atteint l'objectif ou pas? Et on n'oublie pas non plus de compter les gains cachés. On peut avoir un gain en argent qui va aussi être un gain de fluidité avec mon équipe. Donc ça va être un gain humain ou de management. Ou de recrutement si je veux un nouveau collab, pour dire bah, chez nous ça se passe comme ça, donc c'est en fait un peu mieux organisé que chez le voisin, viens chez moi plutôt que chez les autres, parce qu'on a ça en plus. C'est un vrai gain de notoriété de marque, de confort des équipes, d'autonomisation des équipes, si on est tout seul, de performance individuelle, mais du coup de cohérence client, donc de nombre de recommandations, donc de temps passé à faire de la prospection pour assurer son chiffre d'affaires. Donc il y a un côté ricochet. Si on investit bien, il y a un ricochet. Il ne faut pas oublier de compter les ricochets. Que se dire ça ne me ramène pas 300%, mais ça m'apporte de la notoriété, j'ai des dossiers qui rentrent tout seuls, j'ai du ceci, j'ai du cela, bah, ce n'est pas vraiment mon temps gagné où je pensais mettre 100 minutes, donc 1h20, et gagner 300 minutes. Ah, bah, en fait, non, c'est pas ça, c'est 100 pour 150. Ce n'est pas du tout mon objectif. Ok. Mais il y a des gains autres, des gains cachés, des gains liés. Est-ce que je les compte? Bah ouais. Parce que pour faire la balance de est-ce que mon investissement valait le coup, est-ce que je le prolonge dans le temps ou pas, faut tout compter. Tout ce que ça coûte, mais tout ce que ça ramène aussi. Et il n'y a pas que de l'argent, je le répète. Il y a souvent plus de temps et d'humain que d'argent. Et l'argent, c'est simple, hein. Si ça ramène plus de ce que ça a coûté, de toute façon, c'est rentable. C'est assez facile. Supérieur à 1, gagné. Inférieur à 1, peut-être perdu, sauf s'il y a des gros gains à côté. Et du coup, ça devient un investissement stratégique, mais d'une autre nature. Ok. Il y a sûrement des questions là-dedans, sur les indicateurs. Je serais surpris d'avoir été clair, d'avoir tout couvert, d'avoir répondu à tous les cas de tous vos cabinets. Je n'y crois pas. Donc pareil, le chat est là. Moi, je regarde et Borel, que vous avez aperçu, qui est avec moi, me dira si je rate une question. N'hésitez pas. Je suis navré, j'ai pas vos noms de famille qui apparaissent, donc je suis obligé de vous appeler par vos prénoms. Brice, Mélanie, vous avez eu la gentillesse de monter sur scène. Si ça vous paraît absurde, si c'est pas clair, ou si vous dites ouais, mais moi dans mon cabinet, comment je pourrais faire ça parce que j'imagine machin, c'est l'heure. Sinon après on passe à comment est-ce que nous on vous conseille de faire pour réussir la mise en œuvre. Mais les indicateurs, c'est-à-dire la mise, est-ce que c'est logique pour vous quand je vous dis qu'est-ce que j'investis, c'est-à-dire du temps, du risque ou de l'argent, et on n'oublie pas les coûts cachés. Ouais, on sort de la logique de faut encore que je débourse que je sorte mon porte-monnaie. Non, non, il y a d'autres trucs derrière qu'on mise.
Pareil sur l'incubation. Soit je suis extrêmement clair, soit je suis extrêmement confus. Qu'est-ce que j'attends comme retour pareil? Ok, donc ça va à tout le monde? Ouais? Ouais, Brice, merci, oui, ça va. Ok, donc on continue. Et je répondrai aux questions après, mais je vois juste l'heure qui tourne et j'avais promis 45 minutes, pas plus, donc on y reste. Réussir, pour moi, il y a deux éléments. Vraiment deux trucs. Un premier, tester. Trois étapes pour un cycle d'apprentissage. Un, tester. Deux, mesurer. Trois, apprendre. C'est à peu près la même chose que le qu'est-ce que je mise, quel est le temps d'incubation et quel est le retour. C'est ce qu'on appelle le Lean, la méthode Lean, Lean Startup, Lean tout ce qu'on veut, Lean Innovation, machin. Très bien. Tester, mesurer, apprendre. Qu'est-ce que je mets sur la table? Je veux tester quoi? Est-ce que si je envoie un mail à la fin de mon dossier à mon client pour lui demander son niveau de satisfaction, ça fait qu'en fait, il va me pousser le nom d'un de ses copains, autres entrepreneurs, voisins ou n'importe quoi qui est dans la même situation que lui. Donc, est-ce que ça me créera de la recommandation? Est-ce qu'envoyer un mail de fin de dossier peut me faire un retour sur mes pratiques et accélérer la recommandation? Là, je vais le faire. Je vais me dire que j'envoie 10 mails sur deux types de dossiers différents pendant les 3 prochains mois. Au bout de 10 mails, est-ce que j'ai eu un retour? Est-ce qu'ils m'ont répondu? Qu'est-ce que j'en ai appris? Est-ce que ça a amené de la recommandation? Est-ce que j'ai des noms? Est-ce que les dossiers se sont signés? Ben, je vais mesurer. Alors, on mesure, hein. On a dit 2 mois, ok. Est-ce que j'ai bien envoyé mes 10 mails? Ok. Bien dans les deux mêmes natures de dossiers, ok. C'était quoi comme mail? Ok. On a mesuré. Est-ce que j'ai eu des réponses? Est-ce que j'ai pas eu de réponses? Est-ce que j'ai eu des recommandations ou pas? Est-ce que ça a apporté ou pas? Et là, on est déjà dans l'apprentissage, hein. La mesure, c'était 3 indicateurs. L'apprentissage, c'est qu'est-ce que ça m'apporte? Bah, étonnamment, ils m'ont pas tous répondu, mais alors ceux qui m'ont répondu, dis donc, je me rendais pas compte que quand je faisais ça, ça voulait dire ça. Ah bah ok. Bah, donc j'ai appris un truc sur la façon dont ma communication gère la relation client et est ressentie par eux. Et alors attention, c'est extrêmement différent de ce que l'on croit quand on est tout seul face à soi-même devant une glace, hein. Toujours. Qu'est-ce que j'ai testé? Est-ce que me forcer tous les matins pendant 1 heure quand j'arrive au cabinet à éteindre mon téléphone et mon ordinateur pour me concentrer sur ce que je priorise sur ma journée en étant dérangé par personne, ça me permet de gagner du temps sur la journée? Bah, 1 mois après, est-ce que j'ai facturé mieux? Est-ce que j'ai fait avancer plus de dossiers? Est-ce que j'ai mieux organisé mes rendez-vous clients? Est-ce que j'ai été moins interrompu par mes clients parce que comme j'avais oublié de leur communiquer des infos, j'ai pas été perturbé à un moment que j'avais pas choisi, etc., etc. Les tests, ça peut être n'importe quoi. C'est ce qu'on mise, du temps, une nouvelle façon de faire, peu importe, un nouveau procédé, peu importe. Mais les 3 étapes, on teste. Si on a testé, il faut qu'on mesure. Si on a mesuré, qu'est-ce qu'on a appris? Et après, pour moi, il y a 3 mantras. Ne jamais espérer la lune. C'est le perfectionnisme de l'avocat juriste qui apprend qu'en une rédaction, il doit avoir tout couvert en étant à la fois un couteau suisse, Excalibur et un devin, ça n'est pas possible. On apprend par des petits pas en essayant de faire un peu mieux chaque jour. Point. Hier, il n'y avait rien, donc si aujourd'hui il y a quelque chose, c'est déjà infiniment mieux. Et demain, on fera un autre pas. La semaine prochaine ou le mois prochain. Des petits pas. On accepte les incertitudes. Je sais où je veux aller, rarement comment. Je pense que je vais y aller comme ça. En fait, ça va peut-être pas se passer comme prévu. C'est pas grave. Parce qu'encore une fois, c'est de l'apprentissage. Le prochain projet, je le ferai pas pareil. Et ce que j'ai appris là, ça me fait changer mon fusil d'épaule. C'est pas pour autant perdu. Mais on accepte que ça va peut-être pas se passer exactement comme prévu. Ou que ça va pas atterrir sur le résultat qu'on avait imaginé au départ. Ok. Ça fait partie du jeu. Et il va y avoir un temps d'incertitude entre les deux, parce que entre le j'arrête de faire comme ça et je suis stable sur une nouvelle façon de faire qui montre ses résultats, entre les deux, il y a un peu d'incertitude, hein. C'est normal. On fait attention aux personnes impliquées, parce que potentiellement, elles feront plus sur le projet que vous. J'en reviens à quel risque, pour qui, c'est important. Qui fait? Et j'avais dit 3, mais il y en a un dernier qui est
en fait, qui n'est même pas un mantra, qui est un truc, si vous n'avez pas réglé ça, il ne faut même pas essayer. Quand est-ce que j'arrête? Si ça ne donne pas ça, j'arrête. Je ne mise plus. Je compterai ce que j'ai perdu, ce que j'ai appris au petit en quand même chemin faisant, mais quand est-ce que j'arrête? Pour passer à autre chose, hein. Mais quand est-ce que j'arrête? En me disant non mais ça suffit, stop. Et c'est indispensable. Ok. En 5 minutes vraiment, la réponse de Rubato et je réponds à toutes vos questions. Notre principe, nous, c'est d'investir sur des process. Parce que tout ce que l'on a dit là, c'est des process. Donc des process, ce sont chaque dossier est un projet qui doit avoir son process de suivi. Autre chose autrement. On a inventé ce que nous on appelle une séquence, c'est-à-dire une chaîne de tâches qui modélise le suivi de tous vos dossiers. Par type de dossier, on a dit qu'il y en avait entre 5 et 10. Parce que tous les dossiers vont passer, enfin tous les dossiers de même nature vont passer par les mêmes étapes, à peu près au même moment, en tout cas au même rythme. Donc, on peut standardiser le suivi. Du coup, on a mélangé la gestion de projets collaboratifs et le pilotage industriel. 80% du process se standardise. Et je peux le démontrer sur tous les dossiers, sur tous les types de suivi de votre cabinet. Par contre, il y a toujours 20% personnalisation parce que le dossier ne se passe pas comme prévu, parce que le client est différent du précédent, etc. Oui, mais c'est 20%. Le reste, en fait, c'est du standard. Et pour gagner à chaque fois, c'est-à-dire qu'on économise du temps à chercher, reprendre et partager les infos de suivi, on collabore vraiment en interne et de manière plus efficace au lieu de jongler entre l'autonomie et le contrôle, avec le reporting à foison. Ça définit une nouvelle relation client et ça augmente le nombre de recommandations parce qu'on se différencie de nos copains sur le marché. Et en plus de ça, ça forme et ça fidélise les talents qu'on a pris du temps à recruter. Parce que ce sont des process d'entreprise. OK. Une séquence pour modéliser, ça veut dire qu'on a, vous voyez sur la droite, X tâches à produire avec des intervalles. Chaque tâche a donc une date et ça nous permet de rythmer le projet, donc d'arriver à une date de fin potentielle, des échanges, etc., etc. Et tous les dossiers, conseils ou contentieux, quelles que soient les matières, sont organisés de la même manière. Comment on rythme ces dossiers pour être sûr qu'ils avancent, qu'on ne soit pas avec le feu au parquet parce qu'on n'avait pas vu que l'audience c'est la semaine prochaine ou que notre dernier jour RPVA c'est la semaine prochaine ou que la signature de notre contrat doit être faite avant le 10 octobre. Du coup, ça nous laisse seulement un mois alors qu'on n'a pas encore les retours des instances, etc. OK. Donc, comment on organise le temps? Dès l'ouverture du dossier, on se projette sur un calendrier potentiel. Ce qui permet de gérer une to-do list automatisée, que si tous les dossiers sont organisés avec des tâches qui ont toutes une date, ben, aujourd'hui, 7 septembre, je vous ressors la liste de tâches automatique de tout ce que vous avez à faire. Du coup, évidemment que ça se traduit en version agenda et que c'est synchronisé à Outlook ou à Gmail. Tout est lié à des agendas. Et vous pouvez créer vos modèles personnalisés pour votre suivi. Parce que votre cabinet ne travaille pas comme celui du voisin qui est pourtant dans le même domaine d'activité dominante dans la même ville. Vous ne travaillez pas pareil. Parce que ce n'est pas la même relation client, parce que ce n'est pas la même équipe, parce que ce n'est pas la même volonté de rythmer les échanges avec votre client ou la facturation ou autre. Donc, vous avez vos modèles personnalisés. Vous les écrivez, ça devient vos modèles que vous réutilisez à chaque fois. Donc, on investit sur un modèle qu'on réutilise à chaque fois. Et du coup, ça nous permet aussi d'avoir une vue d'ensemble de tous les dossiers du cabinet en voyant leur état d'avancement en parallèle les uns vis-à-vis des autres. Donc, évidemment, gagner du temps sur chaque dossier, c'est maintenant possible parce qu'on a les modèles. Et les résultats qu'on constate chez nos clients, 3 heures par semaine par avocat. Donc 12 heures par mois. Même si vous n'en facturez qu'une sur deux, ça se réfléchit. Si vous voulez gagner du temps avec votre famille pour un autre projet ou autre, c'est pas neutre. En stress, moins 58% de stress et de charge mentale ressentie. C'est déclaré par les utilisateurs de Rubato après quelques mois d'usage. Donc n'hésitez pas, je vous remets le lien directement dans la communication. N'hésitez pas à prendre rendez-vous en direct sur notre site pour
qu'on prenne un rendez-vous de 20 minutes où on regardera, où je vous présenterai en live si besoin, comment fonctionne Rubato.